Continuez votre reconquête ou abandonnez votre reconquête, c'est bien évidemment toujours vous qui décidez. Malgré tout, dans cette vidéo, on va mettre en relief 3 motifs d'espoir de pouvoir mener cette reconquête amoureuse. On lance ça juste après le générique. Salut, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver en ce nouveau jeudi pour une nouvelle vidéo autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on continue de s'attaquer à un débat qui est forcément présent dans votre esprit, à savoir ce clivage entre la potentielle volonté ou tendance à vouloir arrêter sa reconquête amoureuse et celle de vouloir la continuer coûte que coûte. Et c'est une question qui revient le plus souvent, ne nous leurrons pas, quand on est dans une espèce de stagnation. Voilà, on a des retours qui ne sont pas forcément agréables, on n'a pas forcément les rendez-vous qu'on aimerait avoir, ou si on a tout ça, et ben ça va pas assez vite, on est impatient, on veut le cachet du maire qui signifie que cette relation va repartir, on veut de l'ouverture, on veut des sentiments, on veut de la preuve, on veut du matériel, et c'est très clair que les choses ne vont jamais assez vite dans le domaine de la reconquête amoureuse. Du sang, des larmes, de la sueur et le tracteur, ce sont les choses qui sont promises sur cette chaîne, qui ne sont pas très sexy. On le sait, il va y avoir beaucoup de remises en question et forcément cette idée-là du potentiel abandon de sa reconquête amoureuse, c'est quelque chose qui m'est formulé excessivement souvent, pour ne pas dire quotidiennement. Alors déjà, soyons clairs, ce n'est ni mon rôle ni ma place de décider pour vous si vous devez continuer ou pas une reconquête amoureuse. Très clairement, c'est quand même vous qui connaissez votre ex, c'est vous qui avez vécu avec lui, avec elle, et c'est votre quotidien qui est engagé dans tous les efforts qui sont mis en relief. Encore une fois, on est bien d'accord, plus facile de donner des conseils que de les appliquer. C'est une certitude absolue. Malgré ça, vous savez que le plus gros des boulots à mettre en relief dans la reconquête amoureuse et dans ce que j'essaye de partager avec vous, c'est la recherche d'objectivité. Et il y a quelques semaines, je vous avais partagé une vidéo sur les motifs qui poussent à justement traditionnellement abandonner sa reconquête. Aujourd'hui, je voudrais mettre en relief les 3 plus grands motifs d'espoir, les choses qu'on oublie un petit peu justement quand on analyse à la loupe nos efforts et qu'on s'aperçoit que ça avance pas à la vitesse où on l'espère et où nos résultats ne sont pas aussi flagrants, etc. etc., etc. Sans plus tarder, j'allais dire, alors que mon intro dure déjà depuis 5 minutes, mais on va quand même se lancer dans ces 3 idées qui, à mon sens, valent le coup d'être mise en relief. Encore une fois, le but n'est pas d'influencer votre décision, mais de mettre les cartes sur la table pour que vous puissiez prendre justement une décision, faire un choix en votre âme et conscience. Parce que mine de rien, c'est déjà une victoire dans la reconquête amoureuse. Au moment de perdre l'autre, on est dans le traumatisme, on est dans la possessivité, on est dans tout sauf dans l'objectivité. Et du coup, la décision se fait vraiment par cette espèce d'envie, de besoin de se fixe. On n'est plus du tout dans quelque chose ni de rationnel, on ne sait même pas si nos sentiments sont réels, on est complètement perdu. Notre but, c'est de sortir de ce tunnel-là pour prendre donc cette décision de manière la plus objective possible. Donc là, la première lueur, le premier motif d'espoir, quelque chose qu'on voit tout autour de nous, mais auquel on n'accorde pas grande importance quand on est dans notre reconquête amoureuse, c'est le fait qu'il n'y ait pas de logique dans le relationnel. Le relationnel est dominé par l'émotionnel, par le ressenti. C'est quand même le cœur qui est la capitale, si vous voulez, de ce petit pays-là. Et on sait que les décisions qui sont prises par notre cœur ne sont pas nécessairement rationnelles. Et ça, on le voit absolument partout. On le voit tout autour de nous. On le voit dans les chiffres notamment. Quand on sait que 50% des mariages qui sont des décisions bien évidemment émotionnelles, on a tous le cliché absolu, le fait de se mettre à genoux en proposant la bague, etc. Ou parfois on essaye d'être un peu plus original. Moi à l'époque j'avais mis la bague autour du cou de mon chien et je lui avais dit d'essayer d'aller l'emmener à Elena, ce qui était super risqué parce qu'il croquait dans tout ce qui était possible de faire. On a tous notre petite idée, mais
mais on voit ce cliché où voilà, on va démontrer notre amour à travers une décision qui, elle, va être rationnelle, celle de se marier, celle de construire, celle d'avoir un impact dans la vie de l'autre qui soit véritablement signifié aux yeux du monde, etc. etc. 50% des mariages, en France en tout cas, finissent par un divorce. C'est bien que quelque part, le côté intellectuel est remis en cause par quoi? Par la vie au quotidien, par le ressenti qui évolue au fur et à mesure des jours, et on voit que la logique n'est pas respectée, hein, puisque la logique du mariage, encore une fois, c'est quand même le jusqu'à ce que la mort nous sépare, et dans ces 50% de mariages qui finissent en divorce, on n'est pas sur une part équivalente de personnes qui finissent 6 pieds sous terre, bien évidemment. Donc on est quand même dans cette idée que le cœur et le cerveau présentent un clivage qui est absolument gigantesque, et que la manière dont vous réfléchissez, la manière dont vous analysez vos efforts, leurs conséquences, le rapport qu'a votre ex avec vous dans cette reconquête amoureuse, vous le faites avec votre cerveau, pas avec votre cœur. Ce que votre ex a dans le cœur, on ne le sait pas, on ne le voit pas, et comme en plus c'est pas logique, on va pas trouver toutes les réponses à nos questions. Et ça, c'est un positionnement, malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est très humain de se poser des questions existentielles absolument tout le temps, mais on a cette tendance à toujours être dans le pourquoi, et surtout à faire des recoupements. Mon ex m'a dit ça, donc ça veut dire que... Et c'est ça qui est faux, c'est le donc ça veut dire que mon ex ne veut pas se rapprocher, me dit qu'il ou elle veut une relation qui soit plus amicale qu'autre chose, donc c'est impossible. Ben non, je veux dire, on vous le dit à un instant T, mais techniquement il y a un environnement qui évolue, il y a une connaissance de ce rapport-là qui va évoluer, il y a de l'expérience, il y a de l'évidence qui peut se créer. Enfin, techniquement, est-ce qu'on n'a jamais vu des gens qui n'étaient pas amants avant se mettre en couple, des gens qui étaient amis se mettre en couple, des gens qui étaient collègues se mettre en couple? Techniquement, il n'y a pas de logique. On voit des gens qui sont chacun en couple se mettre en couple. C'est pas logique. On voit bien que c'est pas du tout dicté par le cerveau. Le cerveau peut être présent pour nous dire attention, sonnette d'alarme, ça faut pas faire, ou oui, très bien, là tu prends une bonne décision, et on rationalise un peu le tout, mais notre relationnel est dominé par notre cœur, et vous l'avez sans doute autour de vous, hein, des gens que vous appréciez, vous savez pas vraiment pourquoi, hein, vous vous dites que vous devriez pas, hein. Alors je vais rester dans les clichés, c'est juste pour fortifier un peu l'image. Je dis pas que j'y crois ou j'y crois pas, mais on entend parfois des nanettes dire ah, moi j'aime bien les bad boys, voilà, le type qui sort de prison. D'ailleurs on le voit matériellement, hein, des tueurs en série qui sont en prison. Je suis très tueur en série, hein, vous le savez. Les tueurs en série qui sont en prison et qui reçoivent des lettres d'amour parce qu'on peut être celle qui va changer sa vie, le changer lui. C'est pas logique. Je crois que c'était en Russie, il y avait un mec qui a, alors je sais plus les chiffres, pardonnez-moi, mais il a tué et mangé, je crois que c'est 6 ou 7 de ses femmes, enfin des nanettes à qui il est marié. Il a été marié, hein, parce qu'aujourd'hui, le mariage est digéré, j'ai envie de dire. C'est pas drôle, mais voilà, on comprend l'idée. Et il y a une petite... Et aujourd'hui, il a 70, 80 ans, un truc comme ça. Il est installé comme un pape dans sa prison en Russie. Et il vient de se marier avec une nanette qui a une vingtaine d'années et qui nous dit à la télévision, mais non, mais il n'y a pas de danger, c'est grâce à moi il a changé, gna gna gna, gna 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 gna. On voit bien qu'il y a zéro logique, ou sa logique à elle, c'est pas une logique que personnellement je comprends, et sa logique à lui, je ne veux pas non plus comprendre. Mais il y a quand même cette idée que déjà chacun va réfléchir de manière différente, et puis en plus c'est clairement pas le cerveau qui est l'organe moteur du relationnel. Donc dans tout ça, que vous voyez des comportements que vous ne comprenez pas face à votre ex, ça c'est un fait avéré, hein. Au moment de la rupture, on voit du contraste, on voit des choses qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir chez la personne qu'on a face à nous, des choses qu'elle peut d'ailleurs faire, dire, etc. etc. Donc ça rend l'idée plutôt intéressante de se dire, il y en a peut-être d'autres, des choses qui vont être illogiques, que je ne vais pas pouvoir expliquer. Et c'est pas non plus complètement idiot de se dire elles peuvent aller dans le sens que moi j'aimerais. Donc cette absence de logique, forcément, si on n'a pas d'explication, si on ne sait pas ce qu'on peut voir, ça crée de l'imprévisibilité. Par définition, l'imprévisibilité, c'est pas quelque chose qu'on peut, roulement de tambour, prévoir. Et oui, dans tout ça, il peut forcément y avoir du positif, surtout si de votre côté, vous êtes dans le respect un petit peu de tout ce qu'on dit, à savoir cette linéarité, ce sourire, ce dynamisme, même si ça peut être fatigant, même si vous êtes sûr que vous êtes, je sais pas, friendzoné, que
je l'entends, je le comprends, mais bien évidemment que ça a un impact et je peux vous l'assurer dans la position dans laquelle je suis, dans le siège dans lequel je suis, quand je mène mes coachings, je vois des choses, des situations sur lesquelles on n'aurait pas parié 5 minutes avant leur occurrence. C'est un peu une lapalissade, je suis bien d'accord, mais vraiment j'en vois de toutes les couleurs et des couleurs auxquelles j'arrive pas à donner de nom, hein, très clairement. Je vois des trucs absolument ubuesques, absolument incroyable. Donc croyez-moi, si je vous avance qu'il n'y a pas de logique dans le relationnel, c'est parce que ça fait des années que je bosse dessus et j'en ai toujours pas trouvé. Sinon qu'on me l'explique, mais on va un petit peu galérer. Donc cette première idée, pour moi, c'est un véritable motif d'espoir, puisque qui dit imprévisibilité, dit qu'il peut absolument tout se passer. Le deuxième de nos motifs d'espoir, je suis sûr que vous l'avez déjà, celui-là, si vous êtes un abonné de la chaîne ou un habitué en tout cas de la chaîne, parce que c'est quelque chose avec lequel je vous bassine du soir au matin, tous les jours de la semaine, sur absolument toutes les vidéos qui sont présentes justement ici, c'est le poids de notre environnement. L'environnement, c'est véritablement une force qui est en perpétuel mouvement. L'être humain étant en perpétuelle volonté de s'adapter à ce dernier. Donc déjà, on voit l'idée qui commence à se mouvoir dans le fond de la scène, que toute évolution, que l'être humain est voué à évoluer, c'est juste la seule réalité qui existe, qui est intangible pour tous les êtres humains. Et notre environnement, c'est cette espèce de force qui va être capable de bouleverser nos croyances, nos valeurs, nos ressentis, nos réflexions, finalement tout ce qui nous définit en tant qu'être humain. Alors peut-être pas nécessairement toujours du jour au lendemain, quoique ce sont aussi des choses que j'ai vues, très clairement la plupart du temps liées à des grands événements qui ne sont pas forcément ultra positifs. Dernier en date, malheureusement, c'est quand même un décès, quelque chose qui nous fait voir la vie, en fin de compte, le relationnel de manière complètement différente. Et puis, à bien creuser, on le comprend, quand on, entre guillemets, côtoie la mort et que c'est quelque chose qui nous touche directement, on a cette tendance à la réflexion sur notre propre mortalité, sur notre propre utilisation du temps, sur nos propres valeurs, justement. Et c'est vrai qu'on peut avoir des déclics. Ça ou les grands accidents, vous avez peut-être vu quelqu'un qui est passé à 2 doigts de la mort et qui, le lendemain ou dans les 5 minutes d'après, va absolument tout changer dans sa vie. Alors évidemment, ce ne sont pas ces critères-là qu'on veut mettre en relief pour votre ex. On ne va pas lui tendre un piège et lui sauver la vie au dernier moment. On ne va pas attendre que l'un de ses parents décède, on est bien d'accord. Je suis simplement en train de vous dire, d'essayer de jouer carte sur table, que dans la vie d'un être humain, il y a une valeur au-dessus de tout ego, au-dessus de toute prise de décision, au-dessus de tout positionnement qui rend ce dernier potentiellement caduque quand il se passe quelque chose. Et évidemment, pour les changements qui vont être un peu plus indécis, qui vont mettre un peu plus de temps, celui qu'on espère finalement dans la reconquête amoureuse, ça va pas être de grands bouleversements comme ça va plutôt être ce que vous allez proposer, parce que ça aussi c'est une réalité qui va devenir une réalité environnementale. Vous aussi êtes en perpétuelle évolution, vous aussi faites des expériences, vous et votre ex n'êtes pas simplement 2 pions sur un échiquier qui attend que l'autre fasse son mouvement pour avancer. Non, on continue son quotidien, on fait des rencontres, on fait des activités, on va bosser, on s'occupe de soi, etc., etc. Dans tout ça, il y a des énergies, il y a de l'apprentissage. L'être humain, finalement, quand il se lève et quand il se couche le soir, c'est déjà plus le même. Alors, la personnalité, etc., oui, elle garde un cadre bien défini, mais une discussion peut radicalement changer votre vie. Une activité peut radicalement changer la manière dont vous voyez ci ou dont vous voyez cela. Votre ex ne fait pas justement exception à cette règle-là. Votre ex aussi est un réceptacle à discussion, à expérience, à compréhension. Votre ex aussi, jusqu'à preuve du contraire, est un être humain, donc a cette capacité et ce désir, qui n'est pas forcément conscient d'ailleurs, je pense que c'est plutôt inconscient, de s'adapter à son environnement. C'est un peu ce qui apparemment nous différencie du castor, quoique les animaux aussi ont cette tendance à s'adapter à leur environnement. Nous, on est capable, soi-disant, de le conscientiser. Donc oui, il peut y avoir des constats qui vont arriver quand on réfléchit bien autour de l'idée que finalement, c'est peut-être pas si pertinent de se faire la tronche. Finalement, j'ai pas répondu, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça pendant X temps. Il est peut-être temps de faire autre chose parce que le danger n'est peut-être pas présent, parce
que finalement il y a du respect, parce que etc., etc., etc. La notion de temps est forcément quelque chose qui va jouer un rôle dans la crédibilité que vous apportez. Mais l'environnement est quelque chose qui va véritablement modifier au fur et à mesure du temps. Donc la façon dont on vous perçoit, la façon dont on vit, la façon dont on ressent les choses. Enfin, je sais pas, à un moment, il suffit aussi de se questionner sur votre propre vie. J'imagine que si vous prenez 5 minutes et que vous vous posez les questions de ce que vous pensiez, votre set de valeurs, de vos croyances d'il y a, je sais pas, 5 ou 10 ans, bon, très rapidement, vous allez vous apercevoir qu'aujourd'hui, il y a des différences majeures, que ce soit, je ne sais pas moi, dans la couleur du parti politique que vous soutenez, que ce soit dans votre vision du travail, dans votre vision de la vie, des relations, etc., etc., etc. Personnellement, moi, je le vois, l'énorme écart. Quand j'arrive en Suède, au tout début, enfin même peut-être avant, vers 19-20 ans, pour moi, la vie, c'était d'être le plus anticonformiste possible, ce qui d'ailleurs est bizarre, puisque ça nous place dans une case et que finalement, on suit aussi un code en mode jean troué, les groupes de musique punk sur le t-shirt, les substances illégales et tout machin. Enfin voilà, un contraste absolu avec qui je suis aujourd'hui, bien évidemment. Et l'image du bonheur, c'était tout sauf, et j'en plaisantais même, quoi. C'est ça qui est assez hallucinant. C'était tout sauf la grosse maison, la voiture et les 2 enfants, quoi. Je voulais pas être Brandon de Beverly Hills. C'était mort, quoi, pour moi. C'était juste un rejet en bloc de ce truc-là. Bah merde, j'ai tout ça aujourd'hui, voilà. Et ça s'est pas fait forcément en un claquement de doigts. Il y a une acceptation qui est venue de quoi? De rencontres, de découverte d'une nouvelle culture, parce que la Suède, par exemple, quelque chose qui m'a énormément influencé. Historiquement, je vais appeler ça la religion, qui a créé des valeurs. Ici, pas moi, mais c'est le protestantisme qui règne. Et l'idée principale du protestantisme, c'est les valeurs un peu, entre guillemets, dans leur énoncé un peu vigiste, quoi. C'est travail, famille, patrie, quoi. C'est vrai, enfin, en tout cas, le travail, c'est la valeur clé, la famille également. Et ça, ce sont des choses qui m'ont énormément influencé venant. Alors, je ne dirais pas que la France est comme ci ou comme ça, parce que c'est un grand pays, et ni la Suède d'ailleurs, mais j'étais plus dans un environnement où j'avais l'impression que le boulot était moins important, où c'était plus l'image, et l'image footiste finalement était bien vue, machin. C'était peut-être aussi l'âge que j'avais. Aujourd'hui, c'est pas ça, quoi. Ici, c'est tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, et comme tout être humain, je m'adapte à mon environnement, et j'ai envie de dire, je suis un bon protestant, sauf que je ne vais pas à l'église et je suis complètement athée. Mais dans l'idée famille, je l'ai construite ici. Ma famille, travail, c'est ce que je fais le plus clair de mon temps. Je bosse, je bosse, je bosse. Patrie, bon, un peu moins. Hein. S'il y a un France-Suède au foot, je suis toujours tricolore. Mais il y a quand même cette idée que, évidemment, que je suis adapté à mon environnement. Évidemment que ça a eu un impact sur ma façon de voir le monde, de voir la famille, etc. Et je suis un petit être humain lambda, tout comme votre ex, qui lui ou elle aussi va faire des expériences qui vont avoir un impact. Là, je parle de grands cadres, ça peut être des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus petites, beaucoup plus insignifiantes, mais on veut croire parce que ce sont des choses qu'on voit et ça relève du point numéro 1, il n'y a pas de logique. Celle qu'on peut par contre mettre en relief, c'est cette idée de l'impact de l'environnement sur ce qu'on va proposer dans l'avenir. Oui, les évolutions sont possibles et ça nous mène à notre 3e motif d'espoir que j'ai déjà un petit peu cité. De toute façon, comme d'habitude, vous savez que tout est imbriqué, tout se relie, tout se suit, j'ai envie de dire logiquement. Faut faire attention aux mots, on sait qu'il n'y en a pas dans le relationnel, mais là, dans ce que j'explique, il y en a une. Et la 3e idée, c'est que la confiance se construit dans le temps. Le temps, on sait que c'est un facteur qui est véritablement un facteur clé. Et beaucoup de gens me disent « Ouais, ma relation, mon relationnel avec mon ex stagne. Oui, on me répond, oui, on se voit, mais il ou elle mène des relations à côté, mais il ou elle ne veut pas s'engager, mais il ou elle prévoit quand même de déménager, machin, etc. » Ben oui, mais en même temps, on a eu une relation, cette relation s'est terminée, forcément il y a une fracture avec la confiance dans ce couple-là, la confiance dans l'avenir commun, peut-être la confiance en vous, et pas nécessairement que vous le ou la trompiez à tour de bras, mais tout simplement que entre l'image qu'on avait du relationnel avec vous, cette relation qui devait être incroyable, géniale, solide, etc., et puis ce qui s'est finalement passé dans les faits, même si la responsabilité décisionnelle revient à votre ex, il y a peut-être cette notion de déception. Donc oui, derrière, il y a de la méfiance. Et la méfiance, le contraire de la méfiance, c'est quand même la confiance. Et comment ça se gagne la confiance ?
bah, jamais avec un beau speech, quoi. C'est jamais en discutant avec la personne, c'est pas en lui disant promis je te volerai pas ton pain au chocolat que la personne croit que vous n'allez pas lui voler son pain au chocolat, surtout si vous lui avez volé son pain au raisin hier, avant-hier ou même il y a 2 semaines. Comment est-ce qu'on arrive à recréer cette confiance dans l'avenir, dans la possibilité d'être ensemble? Comment est-ce qu'on arrête d'être méfiant vis-à-vis de vos messages, vis-à-vis des rencontres, bah, c'est à force d'avoir toujours le même comportement, à force de se dire bon c'est acté que finalement ce que je vois c'est pas de la manipulation, c'est un naturel et ce naturel-là va me quelque part débloquer et c'est pas une attente de la part de votre ex, c'est pas au bout de 4 rendez-vous, il ou elle va je sais pas quand c'est, on sait que c'est sur ce chemin-là qu'à un moment on va juste se détendre, à un moment on va juste se dire bon il est peut-être temps d'arrêter d'être grognon, il est peut-être temps d'arrêter de tout analyser avec la loupe de la suspicion, il est peut-être temps juste de se laisser aller. Ça, plus l'environnement, plus l'absence de logique, effectivement, quand on mélange un petit peu ça, le cocktail qui est présent reste intéressant. Alors objectivement, il n'y a pas que ça comme cocktail dans le bar, il y a aussi des cocktails beaucoup moins bons, pas du tout agréables, qui seraient le contraire, qui serait le fait que, effectivement, votre ex ne veut pas pardonner, effectivement, votre ex trouve quelqu'un, se marie avec, effectivement, votre ex part en Bolivie monter un cartel de drogue, j'en sais rien, bon j'exagère évidemment, mais vous voyez l'idée, tout est possible, mais dans le tout, il n'y a pas que du négatif. Et c'est véritablement ça que je veux mettre en relief dans cette vidéo, c'est que dans la relation et dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, moi ce que je vois c'est surtout une tendance à la négativité, une tendance au manque d'espoir. Et on me dit, bah ouais, mais d'ailleurs, c'est presque difficile d'avoir de l'espoir, c'est presque négatif d'avoir de l'espoir parce que j'ai peur d'être déçu. Ouais, enfin ça, je veux dire très clairement, ça s'appelle la vie humaine, quoi. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu peux rater. Donc de la déception, il peut y en avoir. Quand tu vas dans une salle d'examen, tu peux foirer ton examen, tu seras déçu. Quand tu rentres sur un terrain, tu peux perdre ton match, tu seras déçu. On est quand même au lendemain d'une demi-finale de Ligue des Champions perdue par Paris, vous savez à quel point ça m'attriste, c'était dur. Bon bah on aurait pu la gagner, pour la gagner il fallait aller sur le terrain, ils y sont allés, ils ont perdu, on verra le match retour. Ça arrive, voilà, maintenant ce qui compte c'est comment on se relève derrière, comment est-ce qu'on continue à avancer, et puis bah, comme on le dit, je veux dire, la vie c'est quand même, comme disait le Roi Lion, c'est un cycle éternel, donc c'est pas parce qu'on vous envoie chier une fois, c'est pas parce qu'on vous bloque, c'est pas parce que nécessairement il ne se passera plus jamais rien, c'est pas on brûle, c'est pas la terre brûlée, c'est pas une explosion nucléaire, derrière il y a toujours de la vie, il y a quelqu'un qui est face à vous et avec lequel vous arriverez sans doute à avoir de nouveaux échanges. Le problème finalement, bah, c'est votre vision du temps, c'est très immédiat, c'est très impatient, c'est voilà, c'est maintenant que et c'est pas un reproche, attention, c'est absolument totalement humain et compréhensible, mais ça vous fait carrément dévier de l'objectivité, voire totalement, et parfois ça vous fait même sombrer dans les reproches. On vous voit dire à votre ex qu'il vous devrait ou elle vous devrait ceci ou cela, parce que ça fait, je sais pas, 7 rendez-vous qu'on se voit, que c'est sympa, que c'est dynamique, oh là là, le naturel et le sourire est là, donc bah, il devrait m'aimer. Mais ça marche pas comme ça. D'abord, c'est pas une décision, l'amour, c'est absolument pas une décision, c'est une énergie. Donc cette énergie, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut la cultiver comme une plante. Enfin, je veux dire, vous avez déjà planté une fleur dans votre jardin ou une plante, pour rien vous cacher, ma caméra est juste au-dessus de ce qu'on appelle un palcraguet, c'est un truc où on fait pousser, moi je fais pousser des fraises dans mon jardin. La première fois où on a poussé des fraises, planté des fraises, on a tous le même réflexe. Tu plantes tes petites graines, tu l'arroses un peu tous les jours, et puis tous les jours tu sors et putain, c'est long quoi. C'est pas je plante ma graine et le lendemain, bam, j'ai un fraisier avec 180 fraises bien rouges et bien juteuses quoi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut du temps et effectivement, il faut prendre soin de tout ça. Il faut de la linéarité, il faut de la répétition. Les premières fraises qui sortent, elles sont dégueulasses, elles sont acides, elles sont pas belles, voilà, il faut plus de soleil, surtout que le soleil en Suède, c'est quand même pas notre spécialité. Et en plus, il y a des éléments extérieurs. Nous, l'année dernière, les éléments extérieurs, c'est des oiseaux qui se sont jetés sur nos fraises et ils nous ont laissé une qu'on s'est partagée à 4, donc c'était un peu la dèche, mais l'idée c'est ça, et pareil, on s'adapte. Donc là on a acheté des filets qu'on va mettre sur nos fraises pour en avoir cette année, et on s'en fout de mes fraises bien évidemment, mais l'idée c'est véritablement ça, c'est de vous montrer qu'il y a de l'imprévu, qu'il y a du temps, qu'il n'y a pas de logique. Bon, dans les oiseaux qui bouffent des fraises, là il y a de la logique, moi je parle de votre relationnel là, il y a eu des évolutions environnementales, il y a de l'adaptation à ces évolutions environnementales, tout ça c'est la vie, et dans la vie, pour moi, venir statuer
qu'une reconquête amoureuse est strictement impossible, que c'est strictement sans espoir, mais c'est une ineptie pour la simple et bonne raison qu'on laisse de côté absolument tout ce qui est décrit dans cette vidéo. Donc vous voyez que finalement, s'il y avait une logique, c'est de se dire que on ne connaît pas la fin du film au milieu, et si vous avez envie de vous dire que vous êtes à la fin du film, bah moi j'ai envie de vous dire que pourquoi est-ce que vous continuez les efforts? Parce que vous espérez que finalement ce soit qu'un simple entracte, et l'espoir n'est pas quelque chose de négatif, c'est un élément motivant. C'est pas parce qu'on est motivé qu'on a de bons résultats, mais on a quand même vachement plus de chances d'en avoir si effectivement on est motivé, si effectivement on continue le boulot, et si on arrête d'analyser les résultats, j'ai envie de dire jour après jour. Que l'impatience soit là, je l'entends bien, et il y a beaucoup de gens qui vont me dire mais oui, moi j'ai pas le temps d'eux, j'ai déjà tel âge, et puis l'horloge biologique de mon ex, et puis machin, et puis truc, et ça je l'entends, mais on peut pas faire accélérer l'amour qu'une personne peut ressentir pour vous. On peut l'entretenir, et cet entretien se fait effectivement au quotidien en faisant effectivement la même chose. Et si vous avez l'impression que c'est pas juste, j'en suis absolument désolé, mais personnellement je n'ai pas encore trouvé de meilleur chemin pour mener sa reconquête amoureuse, même si vous avez l'impression de totalement stagner. Voilà, j'espère que la vidéo du jour vous parle. En tout cas, c'est un plaisir comme d'habitude de partager avec vous. N'hésitez pas, le petit like, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications dès que les vidéos sont disponibles. Et puis moi, je vous abandonne là pour aujourd'hui. N'hésitez pas sous les commentaires à aborder justement quels sont pour vous les motifs d'espoir qui sont présents et qui vous poussent à continuer le travail, ou au contraire, pourquoi pas, on est tous ouverts à la discussion, expliquer pourquoi vous pensez que qu'il n'y en a plus de motifs d'espoir, et essayer de voir si ça correspond ou pas du tout à ce qui a été mis en relief dans cette vidéo. Allez, je vous abandonne là, je pense que comme d'habitude j'ai beaucoup trop parlé, donc je vous laisse respirer un petit peu. Moi je vais boire un grand verre d'eau et on continue le boulot. Salut à vous.